avoir bien posé les choses et les enjeux en termes d'inégalité de genre, on part sur le terrain avec des acteurs qui sont engagés auprès des femmes pour une plus grande équité de genre grâce aux outils digitaux. Pour cette première, joindre Smisha Agarwal, qui est directrice du Centre pour l'innovation mondiale en matière de santé numérique. Professeur, venez nous rejoindre, voilà, autour de la table. Professeur associé à la très prestigieuse école de santé publique John Hopkins à Baltimore, aux USA. Asseyez-vous, j'en prie, on peut l'applaudir. Elle est venue des États-Unis pour participer à cette conférence de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud. Et puis des États-Unis, on part à l'autre bout de la planète, en tout cas vu depuis l'Europe, puisque c'est Aparna Edje qui nous rejoint également, qui est urogynécologue à l'hôpital de Bombay. Et elle exerce toujours, c'est important de le dire, elle est toujours praticienne. Et par ailleurs, on va le voir avec vous dans quelques minutes, vous avez fondé l'ONG Arman en Inde, qui utilise de nombreux outils digitaux pour venir en soutien aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. On va les détailler tout à l'heure avec vous d'ici quelques minutes. En duplex depuis Genève, depuis l'Organisation mondiale de la santé, est avec nous Taiga Stamrat, j'espère qu'elle nous entend bien, qui est scientifique. Et vous évoquerez dans quelques instants un brief technique que vient de faire paraître l'OMS sur l'IA, l'intelligence artificielle et les santé reproductives, avec opportunités et dangers de l'IA. Ça vous montre quand même la pertinence de ce sujet que l'on étudie aujourd'hui ici dans cette salle, puisque l'OMS vient de s'auto-saisir de cette question. Et puis enfin, Caroline Perrin-Franck, qui va nous rejoindre, qui, comme son nom l'indique, n'est pas française, mais suisse et germanophone. Mais vous allez le voir, elle parle un français remarquable. Tenez, je vous laisse prendre un micro. Caroline, vous êtes directrice d'ailleurs exécutive du Geneva Digital Health Hub. Est-ce que vous pouvez nous dire juste en un mot ce qu'est cette structure à Genève ? Oui, volontiers. Alors, le GDHub a été créé en 2021. Il a été cofondé avec l'Agence suisse pour le développement et coopération. Mais le travail s'appuie sur plus de 20 ans d'implémentation dans plein des différents contextes de la télémédecine. Et on va voir avec vous aussi dans quelques minutes comment vous travaillez à chercher aujourd'hui des preuves d'efficacité ou de non-efficacité ou de biais entre hommes et femmes dans certaines expériences que vous menez. Aparna, je vais me tourner vers vous dans un premier temps. Je rappelle qu'avec l'ONG que vous avez formée, vous agissez en Inde au service des mères, de leurs jeunes enfants. Vous rappelez d'ailleurs fréquemment que 2 enfants de moins de 5 ans meurent chaque minute en Inde. 2 enfants de moins de 5 ans. Les femmes enceintes les plus pauvres, notamment, peuvent être mal suivies. Parfois, il suffit de simples carences que l'on ne va pas détecter suffisamment tôt chez la femme enceinte pour qu'une grossesse se passe mal, que la vie de la mère soit menacée. Et pour ça, vous avez des travailleurs sociaux, médicaux qui se rendent au domicile des femmes. On le voit en image parce que c'est toujours important de voir en image de quoi on parle, à quoi ressemble le terrain précisément. Et ces travailleurs ont bien sûr des outils de suivi digitaux avec eux. Vous avez une plateforme téléphonique pour répondre aux questions de toutes les femmes et vous avez des applications ou des boucles WhatsApp d'informations pour les femmes. Alors, j'ai envie de vous le dire, Aparna, tout ça c'est très bien, mais beaucoup d'autres ONG proposent déjà la même chose dans d'autres pays. Mais votre différence, et vous le clamez haut et fort, c'est que vos outils ont été designés pour les femmes. Qu'est-ce que cela veut dire très concrètement, designer des outils, notamment digitaux, pour des femmes? Yeah, the way we work is that we have a very grounds-up approach, community needs approach, where the content that was designed initially was gender-sensitive, in the sense that we kind of worked around... Sensibilité vers les femmes pour pouvoir travailler avec les femmes. Donc nous avions d'un côté les services sociaux qui s'occupaient donc de la grossesse jusqu'à la naissance et nous avions tout le système de suivi à travers le pays. Mais en fait, il faut travailler avec les contraintes auxquelles ces femmes sont soumises. Et ça ne suffit pas de donner les informations. C'est très important également de mettre en place des solutions efficaces et vraiment essayer de changer tout le comportement social autour de la femme. Ce que nous avons donc fait, c'est
il faut que vraiment on travaille en amont dans le système. Nous avons maintenant des formations qui sont vraiment axées uniquement sur les femmes et sur leurs problématiques. Souvent, les maris et les belles-mères exercent le pouvoir sur ces femmes. Alors, elles ne sont pas libres de leurs actions, car les décisions, eh bien, elles sont prises par les hommes. Et les femmes sont leaders. Et il faut que la famille, c'est-à-dire le couple parental, qu'on parle au couple, à la femme et à l'homme, qu'ils soient ensemble pour la décision. Et donc, il faut qu'il y ait d'autres membres. Donc, les hommes, finalement, ne participent que lorsqu'il y a une crise et ne sont pas engagés dès le début. Et ils veulent s'assurer que les femmes sont vraiment engagées dans la prise de décision, ensemble, vous voyez, et qu'ils décident ensemble de ce qui doit être fait. Donc, il faut qu'on ait vraiment une équipe. En fait, alors on voit les problèmes sur le terrain que peuvent rencontrer les femmes, mais il faut vraiment que dans la procédure d'éducation, que le couple soit véritablement impacté et qu'il participe pleinement, l'homme et la femme. We can hear, of course, how important it is. Contexte social, les normes sociales de la communauté à laquelle on va s'adresser avant d'imaginer des outils qui soient techniques ou même de réponses téléphoniques ou de travailleurs de santé. Vous signalez que pour bien comprendre aussi ce qui se passe sur le terrain, que dans certaines communautés, c'est important d'avoir aussi des femmes qui s'adressent aux femmes, parce que dans certaines communautés, des femmes ne répondront pas spontanément à des travailleurs de santé masculins ou ne donneront pas toutes les informations. C'est bien cela ? Ce n'est pas que les femmes ne vont pas parler aux hommes, c'est que vraiment l'accès aux soins de santé, c'est vraiment un travail majeur. Et lorsqu'on apporte donc des solutions, on veut apporter ce système d'éducation. Et il y a comme vous savez, des castes et des privilèges en Inde. Si vous êtes également musulman ou une femme immigrée, vous avez votre accès à en fait, il y a une égalité. Et si le système n'est pas conçu pour cette égalité, vous êtes exclu du système. Et les travailleurs de santé et les travailleurs sociaux doivent travailler ainsi. Les femmes immigrées ne sont pas considérées sont considérées de manière inférieure. Et en fait, elles ne font pas confiance non plus au système de santé. Donc, il faut construire des projets de système qui donnent accès à ces sous-groupes, si je peux m'exprimer ainsi, pour que les groupes de femmes peuvent alors parler à ces autres groupes d'autres femmes au sein de la communauté parce qu'elles comprennent les contraintes. Donc, lorsque une personne qui est concernée parle à une autre personne dans ce groupe, eh bien, cela crée de la confiance. Et c'est très important d'avoir également ces champions, ces leaders au sein des communautés qui puissent communiquer avec les autres mères pour s'assurer qu'elles aient bien l'information. Donc, c'est une approche tout à fait générale. Prise deux mots qui seront un petit peu clés tout au long de cette journée, qui sont l'information et le contenu. On en parlera beaucoup et vous dites souvent « information is empowerment ». L'information, ça permet l'empouvoirment, si on veut faire du néo-français, des femmes. En termes justement de contenu, pour que l'on puisse comprendre de manière très concrète, c'est quoi pour vous un contenu designé par des femmes ou pour des femmes ou pour permettre l'information aux femmes? Est-ce que c'est un contenu uniquement écrit par des femmes, dans un point de vue uniquement féminin? No. As I said earlier,
Non, pas du tout. Nous avons des hommes. En fait, les hommes sont là pour également, et on évalue la manière dont les hommes agissent, quel est leur comportement, comment est-ce qu'ils agissent. Et ça, c'est évalué. Et ça fait longtemps que nous travaillons ceci. Lorsque j'ai travaillé sur ce programme, en tant que docteur, vous donnez des informations, vous pensez que les personnes vont se rappeler de cette information et avoir la technique, oui, action-réaction. Mais ce n'est pas le cas, car sur le terrain, les hommes ont leur propre... elles sont souvent intelligentes, elles ont le sens de la justice. Et ce que l'on voit, c'est on leur donne la bonne information au bon moment. Et alors ce sentiment de connaissance, en fait, elles vont au-delà des attentes, des choses qu'on leur avait proposées. Il y avait une jeune femme, elle a été, donc elle s'est retrouvée enceinte, elle est venue nous voir dans nos services et ensuite, dans les 2 mois suivants, après la naissance de son nouvel enfant, elle est retombée enceinte et elle savait que quelque chose n'allait pas. Et elle a parlé à son mari et il n'était pas d'accord. Mais ensuite, on a expliqué de l'espacement entre les grossesses. Et ça, vraiment, j'avais raison, tu vois. Et elle a convaincu son mari qu'il fallait laisser du temps entre les grossesses. C'est d'exemples de femmes qui envoient en fait ces informations et vont vraiment diffuser l'information au-delà, même à l'école. Beaucoup de solutions techniques, d'application, en disant que la question, elle était d'abord technique. Or, Aparna nous amène quand même cette question sociologique derrière. Est-ce que mon application, la manière dont elle est construite, va réellement atteindre le public auquel elle est destinée? Ça fait partie des thèmes que vous étudiez de très près à l'université Johns Hopkins. Yes, thank you. Je suis tout à fait d'accord avec Aparna. If you can take Aparna's microphone, please. Thank you. That women's access. Oui, donc l'accès à la technologie, en fait, il n'est pas égal. Je dirais que sur une moyenne, c'est 15% de réduction comparée aux hommes. Elles ont un accès réduit de 15% pour l'accès au téléphone et à la technologie. Mais en fait, ce fossé de genre diminue. Mais évidemment, il y a les facteurs déterminants qui sont sociaux et environnementaux. Et il y a des structures et des fondements extrêmement différents qui sont vraiment ancrés dans la culture des communautés de chaque pays. Et les programmes que nous menons, qu'ils soient numériques ou pas, doivent gérer ces questions. Donc, dans le cas d'Armana, eh bien, avec les images qui sont utilisées, qui représentent les hommes et les femmes, parce qu'en Inde, souvent les décisions sont prises par les aînés ou par les hommes, en fait. Et la grossesse, c'est vraiment la femme qui va la vivre. Donc, comment réconcilier ces deux expériences? Comment est-ce que l'homme peut venir et justement prendre part à cette expérience de la grossesse? Et on utilise, quelle voie utilise-t-on? La conception de l'intervention numérique, elle doit gérer ceci. Et il y a un accès... Et même si on fait passer le bon message, les bonnes connaissances, ensuite il faut encore avoir accès aux bons services, il faut un transport, il faut une indépendance financière. Comment est-ce qu'on gère et qu'on apporte une solution à ces barrières? Et même lorsque on a des solutions et lorsqu'on arrive aux services de soins de santé, il y a encore d'autres barrières. C'est pas juste l'accès à la technologie dont les femmes, nous avons dit, sont un petit peu dépourvues et sont un petit peu derrière les hommes à 15%, mais il faut gérer tout l'ensemble de l'écosystème.
de cet accès technologique. Vous nous dites, et Just peut-être... Ah. Une autre question pour prolonger ce que vous nous dites et peut-être aussi faire tomber certains clichés. On a beaucoup cru qu'en construisant par exemple des applications sur téléphone mobile, bien sûr on arriverait directement à l'utilisateur final, alors dans notre cas des femmes ou des jeunes filles, et qu'on pouvait parler de tout et adresser tous les messages et toutes les nouvelles à ces utilisateurs finaux, envoyer tous les résultats médicaux en imaginant, comme nous dans le Nord, que chacun reçoit sur son téléphone et que l'information est confidentielle. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que certains messages, certaines thématiques restent compliquées à adresser par le mobile. Je pense à ce qui relève des IST, de l'HIV, qui est une vraie question dans les pays du Sud, ou de certaines nouvelles pour la femme enceinte qu'elle ne veut pas qui soient propagées autour d'elle. Yes, absolutely. Oui, absolument. La question de l'accès et du côté privé des données, lorsque les interventions numériques sont conçues, elles doivent être prises en compte. Il y a de nombreuses informations qui devraient rester dans la sphère privée, mais si en fait, les téléphones portables sont-ils partagés ou sont-ils uniquement usage unique? Eh bien, évidemment, il y a cette question du caractère privé pour des informations dites sensibles. Des preuves montrent que les informations dites sensibles sont partagées sur les téléphones portables et ceci peut augmenter la violence domestique quelquefois. Ça dépend de la nature de l'information. Il y a vraiment une grande prudence à adopter ici car en fait... on peut se demander cette interface entre le téléphone portable et la personne, et bien selon le contexte et le type d'information, il y a des informations comme ça qu'on envoie comme un message en texto, un message oral. Ce n'est pas du tout approprié dans certains cas. Fortement avec Arman une stratégie digitale depuis plusieurs années. Alors vous avez aussi des call centers, des centres téléphoniques où les femmes peuvent appeler, poser toutes leurs questions. Et on a aussi, ces dernières années, soutenu des associations, notamment en Afrique, qui avaient des call centers pour répondre, pour beaucoup à des jeunes d'ailleurs, sur les questions sur la sexualité et la reproduction. On pourrait se dire, vu du Nord, avec le téléphone mobile, avec les applications, on va toucher beaucoup plus de monde de manière beaucoup plus rapide et peut-être ne plus avoir besoin de call center à l'avenir. Comment est-ce que vous équilibrez chez Arman votre stratégie entre la voix, le call center et le digital? Quel est aujourd'hui le pourcentage de l'un ou de l'autre? You mean WhatsApp and yeah. Oui, par exemple. Yeah. So we always had an approach where En fait, en Inde, on ne peut pas ouvrir le SMS. Donc, c'est toujours basé sur la voix. Donc, ce sont les centres d'appel qui viennent en soutien supplémentaire. Mais aujourd'hui, l'utilisation des smartphones, c'est vraiment répandu. 70% des ménages ont maintenant un téléphone portable et il y a une approche multimédia il y a un format vidéo. Le vidéo, c'est ce qui marche le mieux parce que vous avez l'information qui est combinée avec l'image et on peut voir. Nous avons créé maintenant un format pour une famille et qui s'adresse aux femmes qui attendent un enfant. Et ceci est géré par la famille et la vidéo, finalement, elle est partagée et il y a des petits quiz. Et c'est surprenant de voir que les femmes, elles répondent à ces quiz, elles répondent aux questions par le quiz. C'est important car ça peut permettre une communication beaucoup plus ludique. On a des retombées, on voit ce qu'elles ont compris et on peut vraiment mettre en avant ces compétences et ces comportements. Donc, sur les questions, sur les réponses, on a des informations qui sont importantes pour nous.
avec des informations de retour et on peut voir ce qui pourrait ne pas se passer bien. Donc c'est vraiment interactif. Il y a également l'intelligence artificielle. Nous avons le travailleur social et la femme et grâce à ce système, les protocoles. Donc, il y a également un service d'aide directement avec les personnes qui posent des questions et l'intelligence artificielle peut répondre aux questions. Et, donc, il y a des choses beaucoup plus complexes qui se jouent ici. Donc, c'est vraiment une approche différente qui utilise tous les outils numériques, qui fait un mix de ces outils numériques. Les deux, on réalise finalement toutes les possibilités quand même et de communication et d'atteinte des publics qui sont énormes avec ces outils digitaux et en même temps les risques qui arrivent. Et l'IA, j'ai envie de dire, multiplie les opportunités par 100 et multiplie quelque part les risques aussi par 100. Et cela me fait le lien tout de suite avec Taïgest Amrat qui est avec nous en direct depuis Genève, depuis l'OMS. Merci d'être des nôtres aujourd'hui, Taïgest. L'OMS vient de se saisir de la question des outils d'intelligence artificielle et de leurs effets sur la santé reproductive, plus précisément. Vous réalisez en ce moment la synthèse, alors vous êtes en train de la réaliser, c'est incroyable, de 12 000 études pour comparer, voir la pertinence des outils, voir leurs risques. Est-ce que vous pouvez nous donner d'abord, pour commencer, quelques exemples d'outils que vous analysez pour voir la diversité des outils digitaux dans ce domaine? Thank you, and thank you for having. Merci, c'est un honneur d'être ici avec vous. L'intelligence artificielle, comme vous le savez tous, c'est vraiment le mot qui fait le buzz. Aujourd'hui, tout le monde en parle et on en parle beaucoup dans la santé sexuelle et reproductrice. Et c'est une manière très efficace d'avoir accès à des questions, à des services, planification familiale et également les soins pendant la grossesse, STA, etc. Donc, je crois que ces chatbox, elles sont importantes, pas seulement gérées par de l'intelligence artificielle, mais un des participants à la table ronde l'a dit, il y a une augmentation très importante du développement des chatbox. Donc les personnes, surtout les jeunes adolescents, les jeunes qui cherchent une information sur... et ils veulent rester anonymes, évidemment, ils ont ainsi accès à cette information facilement. Mais il y a souvent de la désinformation ou des informations incomplètes et la technologie avance à grands pas. Et ces dispositifs numériques travaillent vraiment de manière très efficace. C'est un moyen extrêmement bon pour apporter des informations dans le contexte. Une autre considération et de pouvoir analyser certaines images. Nous l'avons fait avec la médecine pour partager des images avec des professionnels plus compétents qui peuvent lire ces informations, notamment sur la santé maternelle. Et la tendance aujourd'hui nous permet d'établir des recherches tout à fait précises. Et nous utilisons des images générées avec des accès à ces outils numériques de manière beaucoup plus rapide qu'auparavant, avec l'accès direct avec une précision extrêmement accrue. Et le dernier point, nous voyons également beaucoup de dossiers médicaux où on peut voir les facteurs de risque, on peut voir les cibles potentielles pour une meilleure éducation et on peut voir justement les profils à risque. Et ceci nous permet de développer des outils tout à fait ciblés. Me permettez 2 questions sur 2 points précis
un petit peu approfondir. Vous avez beaucoup mentionné les chatbots et ils sont très présents dans l'étude et ils sont présents dans le brief technique que vous faites paraître au nom de l'OMS, aujourd'hui destiné aux États, en disant c'est un outil formidable, le chatbot, pour répondre en masse à des questions de masse. Mais attention, il y a des risques aussi avec les réponses que l'on envoie aux jeunes populations. Alors dans ma grande naïveté, mon grand âge, je me disais, mais qui a intérêt à intentionnellement faire des mauvaises réponses et inciter les chatbots à avoir intentionnellement des mauvaises réponses auprès des jeunes populations? Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? Il y a différentes manières de le faire. C'est ce qu'on appelle la désinformation, tout simplement. Et le chatbox peut avoir de mauvaises informations. En fait, c'est la bonne information, mais pas, c'est de manière pas du tout intentionnelle. Et ça, c'est un aspect à relever. Mais quelquefois, vous avez les ressources, surtout pour l'intelligence artificielle générée. Ça a enlevé le droit à répondre à l'information, mais ce n'est pas correct. Ensuite, il faut s'assurer que l'on doit décider si l'information est correcte ou si elle est fausse ou bonne. Et pour le chat GPT, quelquefois, vous avez des choses qui ne correspondent pas du tout à ce que vous aviez demandé. Ça, c'est le genre de non-concordance qui peut encore arriver. D'un autre côté, nous avons la vraie désinformation. Et là, elle est intentionnelle, elle est malveillante. Et ce n'est pas une erreur de l'intelligence artificielle. Là, la désinformation, elle est intentionnelle, comme je disais. Et ça peut être dû à des faits où la santé donc reproductive, eh bien, il y a des intentions à vouloir donner les mauvaises informations, car on doit dire que cette population ne doit pas utiliser ce type de méthode. C'est vraiment intentionnel pour des croyances ancrées ou d'autres des dynamiques sociales et culturelles que nous avons étudiées. Donc, il faut faire la différence entre la désinformation et la désinformation, celle qui n'est pas intentionnelle et celle qui est intentionnelle. Mais ce qu'on peut dire, c'est que pour la santé et pour tout ce qui est planning familial et reproduction, il y a des méthodes contraceptives qui sont utilisées et c'est une manière, le système est ainsi conçu pour intentionnellement donner les mauvaises informations à des personnes. It is. Dites effectivement, à la fois effrayant de dire les chatbots répondent, et c'est une réalité aujourd'hui en masse à des milliers ou des dizaines de milliers, voire des millions de jeunes aujourd'hui qui les utilisent, mais on ne sait pas qui répond derrière et quelles sont les intentions que l'on envoie derrière. On verra cet après-midi des tas d'idées sur l'avortement, les méthodes contraceptives, le préservatif rend les hommes stériles, des tas de choses comme ça qui passent sur les chatbots et qui rentrent aujourd'hui dans les têtes de nos adolescents. Un autre point qui est très important, sur lequel vous insistez dans votre brief technique de l'OMS, qui est la sécurité des données qui sont collectées, notamment auprès des femmes. Et une fois de plus, vous rappelez les États, les ONG, les grands acteurs à avoir une intention très marquée par cette sécurité, parce que vous le constatez, et ce n'est pas que le Sud, c'est aussi valable dans le Nord, les données peuvent être vendues et non anonymisées. Et ça peut être catastrophique pour une femme. Yeah, and I think Oui, je crois qu'on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain. En fait, pour avoir accès à ces informations, il y a également des risques. Et je peux vous assurer qu'il y a des personnes qui ont vraiment reçoivent ce service de manière efficace et le service a un impact extrêmement positif. Donc, ne restons pas seulement sur ce risque. Il y a en effet des problèmes de vente de données, de modification des données, d'utilisation des données à des fins de marketing ou pour vendre des tests de grossesse où ça peut être partagé avec d'autres personnes qui ne sont pas conscientes de l'information de là où elle va aboutir.
Donc, il faut vraiment réfléchir à la manière dont nous structurons notre outil pour protéger de manière efficace les personnes qui les utilisent. Cette conversation, eh bien, elles sont là. Donc, l'Organisation mondiale de la santé s'en est saisie, comme nous l'avons dit, et nous travaillons ardemment à apporter des solutions. De logiciels pour les médecins vient de se faire condamner à 800 000 € d'amende il y a une quinzaine de jours pour avoir revendu des données patients sans prévenir les médecins et sans un système suffisamment efficace pour les anonymiser. Donc il y a vraiment un risque là-dessus. Je voyais Smirsha Aparna, vous vouliez réagir très rapidement, s'il vous plaît, pour donner ensuite la parole à Caroline. Smirsha. Oui, je voulais éclaircir un commentaire que vous avez fait. Je crois qu'il y a une différence entre les fake news, les programmes de santé et les chatbox. Ils sont basés et concentrés et spécialisés dans la santé. Il n'y a pas de fake news. Je crois qu'il faut faire très attention lorsque nous créons ces informations. Lorsqu'il y a ces menaces, la plupart des programmes de santé ont des réglementations assez hautes qui sont actives et nous en avons parlé. Et il y a beaucoup de considérations pour pour les réponses de la chatbox. La plupart des chatbox de santé ne sont pas générées par l'intelligence artificielle. En fait, elles sont générées. Elles comprennent l'apport, la question. On utilise l'intelligence artificielle parce que le potentiel, c'est de changer la dynamique du pouvoir. Vous disiez qu'en tant que médecin, je sais quoi dire aux patients. Donc, le docteur décide. Mais la chatbox, en fait, elle peut changer cette dynamique. Mais le patient peut vraiment dans l'espace privé, dans son espace privé, ce qu'elle veut vraiment savoir de manière anonyme, dans sa langue, dans sa manière de parler. Et le chatbox comprend ceci. Mais en fait, d'accord, la question est posée, on utilise un outil d'intelligence artificielle, mais pas la réponse. La réponse, elle n'est pas du tout, on ne dit pas, si vous utilisez des préservatifs, vous serez stérile. Non, ce n'est pas, ce sont des réponses appropriées. Donc, je veux vraiment qu'on fasse attention ici. En fait, les différentes applications que l'on va pouvoir utiliser. Aparna, très rapidement. Yeah, I completely second what Smirsha said. Oui, je suis tout à fait d'accord. Pour donc les chatbox générés par l'IA, eh bien, nous, les contenus, ils sont vraiment définis de manière claire par nous. Et ce sont des informations vraiment importantes. Et ce n'est pas de la désinformation. Et pour répondre à vos questions, il y a de l'IA, mais il y a aussi beaucoup de réponses qui ne sont pas gérées par l'IA. Importante que vous apportez aussi derrière ce que nous dit l'OMS et ce brief technique qui vient de sortir, l'importance aujourd'hui de la classification, de faire un petit peu le tri dans tout ça, mais aussi de prouver l'efficacité peut-être plus intensément des solutions digitales, notamment en inéquité de genre. Alors en matière de pertinence, d'évaluation, Caroline Perrin, au sein du Geneva Digital Health Hub, vous suivez depuis longtemps l'implémentation de solutions digitales de santé dans les pays du Sud. Et vous constatez qu'on a encore finalement peu de recul en termes de données pour prendre des décisions et développer ces outils digitaux. Alors vous venez de lancer tout récemment, on va le dire, on va être très honnête, une étude importante sur des systèmes de télésanté qui sont implantés au Mali et au Népal. Est-ce que vous pouvez nous préciser de quel système d'abord il s'agit et pourquoi cette étude ? Au Mali et au Népal, on a implémenté un réseau de télémédecine et plus précis de téléexpertise. Ça veut dire on connecte les médecins ou l'infirmière ou le personnel de santé qui est dans des zones, dans les postes primaires, dans le poste rural, avec des spécialistes dans le centre hospitalier. Et alors, ce n'est pas médecin-patient, c'est médecin et médecin, mais ça permet des
femmes, des hommes, des enfants, tout le monde qui est dans une zone rurale d'accéder à un soin qui est plus élevé. Parce que le déplacement dans ces pays peut être très très compliqué et même si c'est que 30 km, ça peut représenter plusieurs heures de trajet. Et on fait ça depuis plusieurs années, depuis longtemps. Et on a remarqué, particulièrement en Népal, que le taux de femmes est augmenté, comme on a mis la télémédecine, dans les autres études qu'on a fait. Et on a vraiment constater ce besoin de faire une étude scientifique avec des données qui permettent vraiment de prendre des décisions sur ça. Alors, c'est pour ça qu'on a lancé cette étude qui mesure vraiment est-ce que déjà le rôle de la télémédecine dans les zones rurales pour l'accès aux soins. Mais aussi, est-ce que la télémédecine améliore vraiment ou pas? Ouais. Quelle est votre théorie ou quelles sont vos hypothèses sur le fait que les femmes, vous constatez que les femmes sont plus nombreuses à utiliser ces solutions que les hommes? Pourquoi? Après, on n'a pas encore les données. Non, mais vous avez deux, trois idées voilà, derrière la tête. On verra, peut-être ça va montrer aucune différence, mais dans tous les cas, qu'est-ce qu'on sait, c'est dans des données rétrospectives, on a déjà collecté, il y a beaucoup plus de femmes qui consultent en cette centre. Ça veut dire dans tous les cas, c'est vraiment un axe pour accéder aux femmes. Et c'est important de comment on implémente la télémédecine, la téléexpertise dans des zones, des hôpitaux primaires ou des postes de santé, de prendre cet aspect en conscience, que c'est vraiment un route pour adresser les femmes. Alors ça, c'est intéressant. Vous voulez donc trouver des preuves scientifiques, des évidences, si on veut faire de l'anglicisme, pour prouver que le service peut être mieux rendu aux femmes, ou qu'il y a une plus grande utilisation éventuellement des femmes sur ces services. Et lorsque vous lancez cette étude, et c'est très surprenant vu de l'extérieur, vous nous dites l'étude, elle est extrêmement compliquée parce que la collecte de données, entre autres vis-à-vis des femmes, est compliquée, c'est bien cela? C'est pas spécialement pour les femmes. C'est aussi en général, je pense, tout le monde qui travaille dans la santé digitale est d'accord que on a encore un manque de données, de vraiment épreuves concrètes. Mais c'est aussi très facile à faire. Déjà, on a des méthodologies qui ne sont pas vraiment adaptées à ça. C'est compliqué parce qu'il y a des interventions pour les femmes, la santé maternelle. Parfois, on doit attendre 10 ans pour avoir les résultats. Souvent, le projet n'existe plus après 10 ans. Mais après, il y a aussi toutes les parties pratiques. Comme on a entendu dans le keynote tout au début, le personnel de santé, ils sont surchargés. On va engager du personnel en plus pour collecter des données. C'est coûteux. Après, au Népal, par exemple, on avait engagé des femmes et des hommes parce que les hommes ne voulaient pas répondre aux questions comme c'était une femme qui a posé la question. Et ouais. Alors, il y a plein de petites complications qui font ça. C'est une des raisons pourquoi il y a peut-être pas assez. Ouais, ça on voit bien avec vous en fait la différence parfois entre ce que l'on imagine en termes d'application digitale ou autre et puis la réalité aussi du terrain pour étudier et aller prouver la pertinence de telle ou telle solution. Intéressant, vous aviez déjà réalisé d'autres études un petit peu sur ce sujet, notamment sur le diabète, le risque de déclencher un diabète chez les femmes enceintes. Et là aussi, déjà le suivi à distance, les outils de télésanté, vous avez questionné. Pourquoi ? C'est pas ça, c'est un peu comme qu'est-ce qu'on avait discuté avant. Il y a des complications. C'était un petit étude où on a mesuré le glucose chez les femmes enceintes. Et en fait, il y a les femmes qui ont demandé de ne pas envoyer les résultats. Parce que souvent, c'est l'homme qui a accès au téléphone, les femmes, et ils ont peur de communiquer ces résultats, même si c'est en condition qui est absolument pas lié au comportement, c'est le diabète gestationnel, c'est pas le faute de femme, mais dans la culture parfois c'est encore compliqué. Et c'est pour ça, oui, on doit vraiment, comment créer des solutions, on doit penser à tous ces aspects. Prendre en compte justement tous les aspects sociétaux qui entourent l'individu, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Smisha Agarwal, on voit bien une fois de plus que la question de la collecte de la donnée, de la collecte de la bonne information, elle est cruciale. Vous constatez, vous aussi, que c'est difficile. Et vous dites, si on limite la donnée au fait que l'on s'adresse à des femmes,
on peut se tromper. Vous insistez sur la notion d'intersectionnalité à prendre en compte. Qu'est-ce que c'est précisément que cette intersectionnalité ? Alors, c'est l'idée, enfin cela a été décrit dans les propos d'ouverture, notre genre ne détermine pas comment nous expérimentons, comment nous vivons le monde. La dynamique de genre peut être différente de ce que l'on est. Lorsque j'étais ça, c'était aux États-Unis. Lorsque j'étais en Inde, là, j'ai expérimenté un environnement social et dynamique tout à fait différent. Ce n'est pas uniquement le genre qui est en jeu ici. C'est une combinaison de multiples facteurs. Donc, lorsqu'on collecte des données, souvent dans l'espace digital, parfois les femmes ont accès au téléphone. Dans d'autres cas, non. Dans certaines castes, les plus basse de la société, leur capacité financière, leur niveau d'alphabétisation, tous ces facteurs-là déterminent l'expérience qu'elles font du secteur de la santé. Et donc, il est important de continuer à collecter des informations sur les niveaux d'alphabétisation, le statut économique, le niveau d'instruction. Tout cela, ce sont des dimensions importantes. Même pour le même genre, ces facteurs affectent les personnes de façon différente. Vous vouliez compléter ce que nous disait Smisha. So no, I completely agree with Smisha. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Smisha. Lorsqu'on parle de collecte de données sous le prisme du genre, on a par exemple la santé des enfants. Il faut étudier les enfants dans l'ensemble. Et il ne s'agit pas de distinguer entre les enfants filles ou les enfants garçons. Alors, il faut regarder les nuances, les comportements entre une fille et un garçon par rapport au système de santé. Mais c'est tout un processus d'apprentissage pour nous aussi, d'ailleurs. Hein? Et comme je l'ai dit plus tôt, on parle d'abord aux femmes. Et on a réalisé maintenant qu'il faut également parler aux hommes, aux autres membres de la famille. Un petit peu là-dessus quand même. Elle est pour vous. Je veux dire, mais et les hommes dans tout ça ? Qu'est-ce que l'on devient, nous les hommes? Est-ce que l'on doit sortir de la pièce et nous effacer totalement? Ou est-ce que l'on a encore quelque chose à jouer? Les hommes ont un rôle important à jouer, précisément parce que ce sont eux qui ont la clé de la prise de décision. Dans nos programmes, au début, ils étaient des partenaires tout à fait désintéressés. Ils disaient la santé, c'est la question, c'est le domaine des femmes, ce n'est pas notre responsabilité. Et c'est ce qui doit changer précisément. C'est l'homme et la femme. C'est le mari et la femme qui sont enceintes tous les deux, qui attendent un enfant. Et il faut qu'ils participent à des soins de santé continus à partir du premier jour. Ce sont des partenaires à égalité. Et donc, ils doivent justement apprendre à partager ce processus de prise de ces décisions. On les invite ensemble et c'est la femme qui est plus importante, l'épouse qui est plus importante et qui a la priorité par rapport à la belle-mère, par exemple. Et donc, les médias stigmatisent
les belles-mères. C'est horrible, hein, la façon dont on parle de la belle-mère qui est méchante. Mais en fait, le mari et la femme sont ceux qui doivent avoir un rôle positif dans la prise de décision. Si j'ai bien compris, cette perspective de mieux associer les hommes, d'être dans ce que vous appelez le gender transformative, la transformation de genre, c'est quelque chose qui, chez vous, apparaît depuis quelques années. C'est vraiment une nouveauté. Oh, it's definitely. Ah oui, absolument, c'est une nouveauté. Mais je suis heureuse de voir qu'il y a des programmes qui font changer les choses. Il y a 2 semaines, d'ailleurs, on a, dans un pays comme l'Inde, on a un programme du gouvernement qui parle notre langage. Et c'est très encourageant. C'est très encourageant. Mais cela montre qu'il reste encore quand même beaucoup de chemin à parcourir. Restez avec nous, on peut les applaudir quand même. Et on voit à quel point... Non, please remain here. C'est important d'aller sur le terrain et de comprendre vraiment, je veux dire, le dernier kilomètre, comme on dirait en économie, pour comprendre comment les choses et les outils digitaux peuvent se développer. C'est le moment, si vous avez des commentaires, des questions, de les préparer, nous les adresser à distance. Si vous êtes sur LinkedIn, sur YouTube, sur le site de l'Odès en train de nous regarder. Dans la salle, il y a un micro qui va circuler d'ici quelques minutes. Et avant que vous puissiez poser toutes vos questions donc à nos invités, je vous propose de partir à la rencontre de ceux qui nous regardent très très loin, à l'autre bout de la planète, au Laos, sur le campus de Vientiane, où on va aller retrouver Chan, qui est coordinateur pays au Laos pour la Fondation Pierre Fabre. Chan, j'espère que vous nous entendez bien et que vous nous recevez bien. Quelle heure est-il là en ce moment à Vientiane et quel temps fait-il chez vous? Faites-nous un peu rêver. Alors on voit Chan, mais on ne l'entend pas. Il est parti chercher un autre micro. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir l'entendre, il a disparu. Dans ce cas, on va vous retrouver d'ici quelques minutes, Chan. On fera signe quand la liaison sera rétablie. Ah. Hi, Chan, can you hear? Bonjour, Chan, vous nous entendez? Chan, on vous retrouve d'ici quelques minutes pour voir si vous avez des questions à poser à nos invités. Ici, il y a un micro qui va circuler dans la salle. Je suppose qu'il y a pas mal de questions de réaction pour cette table ronde. Madame, vous avez le micro. Alors, du coup, ah non. Alors, qu'est-ce qui a envie de poser? Est-ce qu'il y a des questions pour nos invités? En même temps, je vais regarder les questions de nos internautes. Allez, c'est parti avec Jai. Yeah, this question is to Alors, cette question est pour Aparna. Alors, je suis heureuse de voir que l'Inde a accepté le programme. Comment pouvez-vous améliorer ceci dans votre pays au niveau pan-indien? Dès le début, nous avons réalisé qu'il était important d'atteindre des échelles rentables, une échelle pour ce programme qui soit rentable. Donc, le gouvernement finance ce programme, mais il est important d'avoir des innovations. Et donc, nous avons un programme pour les femmes, 3000 femmes en fait. Et en 2015, d'ailleurs, elles sont venues nous voir pour que l'on mette en place le même programme. Et donc, je suis heureuse de dire que ce plan d'augmentation est en place. Et dans cet espace supplémentaire, il faut suivre les normes changeantes pour
toutes les femmes et les familles impliquées. Et donc, il faut qu'il y ait une communication dans les deux sens, dans une approche multimédia. Et là, maintenant, on met l'accent sur les femmes et les enfants. Et nous espérons ainsi avoir une meilleure approche par rapport aux complications possibles. Et la même chose pour la formation. Nous travaillons à 3 niveaux. Nous avons 15 000 femmes dans 20 États différents. Alors, So the languages. So your program also means that you may have to reach out to them in the local languages of the states. It is in all, yes, that's what we do. It's not even a translation, it's a transliteration kind of thing. oui, en effet, c'est pas seulement la langue, mais c'est les dialectes aussi. Hein? Il y a beaucoup de langues qui sont parlées dans les tribus entre un État et un autre, même si c'est le même dialogue, et même si c'est le même dialecte, il y a des différences culturelles, d'accent, etc. Et donc, il est important de bien travailler les contenus pour parler le même langage. Ou que Taigas est toujours avec nous. Effectivement, la question qui est très importante aujourd'hui dans les outils digitaux, du langage, des modèles de langage, des capacités à traduire d'une langue à une autre, mais aussi à prendre en compte des spécificités culturelles, elle est clairement posée dans votre brief technique à l'OMS. Yes, thank you for that question. Oui, merci pour votre question. En effet, on doit le faire encore plus, encore mieux. Je sais tout particulièrement qu'on a mis en place des modèles linguistiques utilisés d'ailleurs dans Chatbox. Et malheureusement, ces langues ne sont pas très bien traduisibles. Il y a beaucoup de cultures, de nuances culturelles qui vont au-delà de la traduction directe de la langue elle-même. Et donc, c'est cela que nous essayons de mieux comprendre avec l'aide peut-être de l'IA aussi. Il est important de pouvoir travailler là-dessus pour établir les liens manquants encore. On essaie d'améliorer les traductions de langues telles que le swahili, par exemple, où la traduction directe de la langue n'est pas toujours appropriée et qu'il faut y ajouter un niveau supplémentaire de compréhension au niveau culturel. Merci beaucoup. That means that human beings still have a role to play. More questions, more remarks? Alors, je vous demanderais juste de vous présenter quand vous posez la question, comme ça on sait qui vous êtes, d'où vous venez, et puis je vous laisse poser votre question. Monsieur, je vous en prie. Yes, I don't know whether you can. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais parler en anglais parce que ma question s'adresse à Aparna. Dans tout ce débat, je réfléchissais au rôle des belles-mères et quel peut être leur impact. Vous avez mentionné cette question de la belle-mère, mais moi je pensais au mécanisme psychologique au-delà des comportements de la belle-mère. Est-ce que vous l'évaluez? Comment est-ce qu'elle s'explique elle-même par rapport à il y a 20 ans? Elle prenait en charge les problèmes et en plus d'être belle-mère, il semblerait qu'elles agissent contre l'intérêt de la femme, de leur belle-fille. Alors, vous savez ce qui se passe? Ben oui, les femmes n'ont pas de voix, on ne les entend pas. Quand on leur pose la question directement dans les évaluations, on leur parle directement à elles.
et leur voix n'est pas entendue. Et lorsque on les écoute et qu'elles se sentent entendues, qu'elles peuvent parler, elles se sentent valorisées. Tout change. Et en fait, les femmes n'œuvrent pas contre les autres femmes. Voilà, il y a des nuances, il faut en parler, il faut les comprendre. Et donc, si vous regardez le personnage de la belle-mère, on a en fait beaucoup de recherches sur ce personnage de la belle-mère. Parce qu'il y a la culture, la tradition, mais on reconnaît que ce personnage de la belle-mère doit évoluer, doit changer au fil du temps. Belle-mère, valable dans tous les pays du monde. Allez, 2 dernières questions, monsieur et madame, et ensuite on enchaîne sur la suite. Madame. Bonjour. Thank you so much. My name is Nelly. Je m'appelle Nelly Ignafia du Kenya. Je remercie les intervenantes. Ma question, je ne sais pas trop à qui, lorsqu'on parle de la digitalisation, moi je suis inquiète pour les femmes et les enfants. On parle de belle-mère, on parle de langue et de langage. Au Kenya, dans toute l'Afrique, nous avons une langue qui s'appelle le slang. Je ne sais pas si vous avez cela dans les autres pays, c'est-à-dire une langue qui est un mélange de Swahili et de English. Et les jeunes, les adolescentes, les jeunes femmes, ce qu'elles vont apprendre, eh bien, elles vont l'apprendre dans cette langue. Comment est-ce qu'on peut leur transmettre, numériquement parlant, toute cette information dans leur langue? Et comment est-ce que cette information peut être mise à leur disposition? Quelle est la plateforme numérique qui est disponible et qui soit adaptée à leurs besoins? Parce que ces personnes-là ne peuvent pas se permettre d'aller sur Chatbox ou autre. Elles n'ont pas les moyens. Nelly, I've been asked to respond to a... Alors, Nelly, on me demande de répondre à cette question très complexe en très peu de temps. L'accès à la connectivité et aux données numériques, même pour les adolescentes, ça augmente de plus en plus, ça s'améliore. Mais vous avez raison, il n'y a pas d'égalité. Dans certaines parties du monde, il y a une accessibilité très élevée et les choses changent rapidement. La façon dont les gens ont accès à l'information. Les anciennes générations voulaient voir le docteur face à face, alors que les jeunes générations s'accommodent très bien d'une consultation digitale. Dans les pays d'Afrique subsaharienne, 65% des jeunes ont accès à des services mobiles. Et bien entendu, il faut encore faire un grand travail sur cette accessibilité pour les jeunes. Et bien entendu, il faut étudier tous les systèmes, chatbox, etc., le besoin de confidentialité. Mais cela présente un avantage parce qu'il y a un certain niveau de confidentialité qui rassure et bien entendu, on est protégé des stigmatisations quand on est en ligne. Beaucoup de questions encore, mais on les prendra un petit peu après. Je vous remercie, je vous laisse regagner vos places et on va poursuivre les réflexions dans cette journée très dense